Ça va me pousser à partager mon écran. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes de plus en plus contraints, condamnés ou délibérément en train de choisir de passer en mode vidéoconférence. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un peu ce qu'on a appris, ce qu'on sait sur l'usage et l'effet de ces vidéoconférences. Est-ce que On te voit. je vérifie, tout le On monde a mon voit, écran? on voit ton écran. Voilà. Et le constat, je suppose, général, pour ceux qui en font beaucoup, c'est que c'est particulièrement épuisant, mais on a parfois du mal à comprendre pourquoi et comment on peut éventuellement faire mieux. Donc, je vais essayer de balayer avec vous relativement rapidement. C'est pas un sujet super sérieux, scientifiquement documenté, mais on a toujours, je pense, des choses intéressantes à en tirer. Donc, d'abord, c'est quoi une vidéoconférence? À quoi ça ressemble? On est face à un écran, en général un écran d'ordinateur. On a plusieurs vidéos de personnes qui participent en direct, en live, à une discussion qu'on peut faire soit tous ensemble, soit plus généralement une personne qui parle, les autres qui écoutent, et à tour de rôle, chacun prend la parole. Bon, si c'était que ça, c'est relativement simple à comprendre, mais quand même, on est en général dans un environnement multimédia riche, donc on a besoin de son, aussi d'éclairage. Et comme on veut faire semblant de travailler, on a aussi d'autres choses qui viennent se rajouter autour. Et puis, bon, c'est cool quand même parce qu'on est dans un environnement relax. Donc, le café, ah oui, le téléphone, j'oubliais. On ne peut pas se passer de sa prothèse intelligente. Et puis, pour le télétravail, ils viennent se rajouter, ah oui, effectivement, il y a des gens, d'autres occupants qui sont là, parfois des petits visiteurs impromptus. Comme vous avez vu, c'était pas du tout euh, coordonné ni avec Jean-Christophe ni avec Tristan. C'était juste une pure coïncidence, donc si vous posez la question. Mais vous inquiétez pas, chez moi, ça ressemble pas du tout à ça. Voilà, ça ressemble plus à ça. Pas pareil. Et ça arrive à tout le monde, donc même les pros, vous avez dû voir sans doute ces scoops. Donc là, BBC, un jour en live, on a le passage d'un petit enfant à gérer aussi en live. Donc, c'est pas que pour des amateurs comme vous et moi, mais c'est pour tout le monde. Ça peut arriver d'avoir en fait à travailler dans des circonstances un peu particulières. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans une vidéoconférence? Si on essaie de décoder, on a deux façons de participer. Soit on est participant actif, soit on est participant passif. Alors, le participant actif, en gros, on est sur scène, tout le monde nous regarde, on a le trac un peu de performer et on sent cette pression sociale, tout le monde est là, comment ça va se passer et tout ça. Et du coup, on doit interpréter le langage corporel des autres, lire les expressions faciales pour voir comment ça se passe, gérer la façon dont on parle, l'intonation si tout se passe bien. Quand on est en revanche participant passif, donc c'est un choix, on est là, en général, on fait du multitasking parce que c'est cool, on peut faire plein de choses à la fois, c'est pas comme dans la vraie vie. On peut entrer, sortir, on peut regarder des messages d'alerte ailleurs, on peut switcher entre différentes activités. On doit aussi essayer d'écouter et de comprendre parce que c'est pas sympa après quand on me demande alors qu'est-ce que tu en penses de dire en fait j'étais pas là. Il faut gérer les urgences parce que quand on a les messages d'alerte, il faut aussi s'en occuper. Et puis il faut s'adapter à des conditions particulières parce qu'on a une liberté un peu restreinte, même si on peut éventuellement faire des choses à côté en parallèle, ce n'est pas fait complètement en toute liberté, comme si on était autorisé et que ça faisait partie de ce qu'on attendait de nous. Donc tout ça fait que ça requiert une attention plus élevée que ce qu'on fait d'habitude. Et puis il n'est pas forcément très simple de se relaxer et de faire tout cela tranquillement. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt comme dans la vraie vie? Parce qu'on dit, oui, finalement, la vraie vie, c'est ça. En fait, non, c'est pas tout à fait pareil. D'abord parce que quand on regarde une multitude de visages en gros plan, dans la vraie vie, on le fait rarement. Mais en tout cas, pas de façon aussi proche. En général, on essaie on a une espèce de pudeur ou de timidité qui fait qu'on ne regarde pas les gens à cette distance-là et pas autant de personnes à la fois. Et le fait qu'une seule personne parle et que tout le monde écoute,
c'est pas tout à fait naturel non plus. En fait, c'est pas vraiment le cas dans la vraie vie. Il se passe des choses aussi à côté. On n'est pas muselé comme là, on peut pas parler parce qu'on nous a coupé le micro. En fait, bon, il y a plein de choses qui contraignent. Donc, je parle de l'aspect psychologique des choses. Il y aura aussi d'autres aspects à voir que vous connaissez sans doute. Et puis, comme en permanence, on doit observer son langage corporel, on se surveille un peu plus que d'habitude, et tout ça fait qu'on s'exprime d'une façon qui n'est pas tout à fait naturelle, comme on fait dans la vraie vie. Alors, il y a aussi une étrange dualité à ces vidéoconférences, parce que c'est à la fois une fenêtre, donc on peut faire quelque part le voyeur à regarder les autres, parce qu'on en voit bien comment ils se présentent, comment ils s'expriment, leur espace de travail et tout ça. Et en même temps, c'est un miroir parce que bon, une de ces images, ben, c'est nous-mêmes. Et du coup, on va surveiller sa posture. Est-ce qu'on est bien cadré? Est-ce que j'ai la bonne expression? Est-ce que dans mon paysage, tout se passe bien, etc. Et du coup, on doit en permanence faire attention à soi-même, mais aussi aux autres. Et je vous passe ceux qui doivent aussi surveiller les questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a fait une réflexion qui doit impacter le cours des choses ou pas, etc. Donc c'est beaucoup plus de travail que dans la vraie vie, déjà intellectuellement parlant. Et tout ça, donc, du coup, fait que la communication est plutôt assez artificielle et différente de ce qu'on fait dans la vraie vie. Alors, comment cela affecte le cerveau? Alors, il y a des études assez intéressantes qui ont montré que les gens sont plus à l'aise quand ils n'ont pas de contact visuel, même quand ils sont en vidéoconférence que quand ils l'ont. Alors, c'est intéressant. Et ça a été démontré par les neuropsychologues, parce que quand on a à la fois ce contact visuel qui fait qu'on pense qu'on est proche, la déprivation de sensations physiques de présence, en fait une dissonance cognitive qui fait que quelque part le cerveau est perturbé, on est proche, mais en fait on ne l'est pas. Quand on est entouré de personnes, on se comporte habituellement, socialement d'une certaine façon, mais là, c'est pas tout à fait la même chose parce que on peut le faire autrement. D'ailleurs, vous allez voir, le cerveau doit gérer en fait des choses différentes quand on est absent physiquement, mais présent mentalement, on va dire. Et un des exemples en fait qui peut illustrer ça, parce que c'est pas que cognitif, mais aussi physique. Ça, c'est sans doute des images que vous connaissez, un professionnel qui fait un live et qui paraît tout à fait pro comme on aurait pu le voir à la télé. La réalité, ben, c'est un peu celle-là. Donc déjà une première dissonance entre le haut et le bas, comme vous pouvez le voir. Et donc intellectuellement, ben, c'est déjà très perturbant. Et puis je passe tous les détails physiques de l'effet de fatigue, parce que tout ça fait que quand on fixe les gens, quand on regarde une vidéo ou quand on doit fixer une caméra et on ne voit pas les gens directement, il y a un décalage entre le visage des gens qu'on veut regarder, et si on veut les regarder, il faut regarder la caméra qui est décalée. Ça fait qu'on cligne moins souvent des yeux. Quand on ne les voit pas bien, on doit froncer les sourcils ou faire un plus grand effort. Donc tout ça, ça contribue aussi à la fatigue physique. La posture, en fonction de la position de la tête ou de l'écran, la nuque, tout ça, ça fatigue. La position des jambes pour la circulation, ben, vous voyez, tout ça, c'est encore des raisons pour que ça génère du stress pendant qu'on est en direct et du coup encore plus de fatigue. Ouf, ça fait quand même pas mal, beaucoup. Et du coup, il y a aussi ce que vous avez vu, ce que j'appelle les effets différés ou à retardement, puisque quand on est dans le live, on fait attention et en soi c'est fatigant, et parfois on doit gérer des problèmes un peu plus tard. Vous avez vu sans doute récemment dans la presse un journaliste où effectivement on a dévoilé cette dissociation entre le haut et le bas. Et du coup, ça fait que par la suite, il faut se justifier, répondre aux critiques sur les réseaux sociaux, aller voir son patron pour expliquer finalement pourquoi c'est arrivé et pourquoi je vais être viré ou qu'on me donne une deuxième chance. Et puis d'autres qui sont un peu plus délicats ou différents, qui arrivent quand même. Et puis ça peut générer du stress parce qu'il faut s'expliquer, des scènes de ménage, mais bon, j'en passe. Du coup, tout ça, c'est fatigant. Alors, comment faire en fait? Déjà, d'abord, on peut se poser la question, est-ce que les conversations sont de meilleure qualité quand on est en vidéoconférence par rapport à des discussions normales qu'on aurait pu avoir par téléphone ou éventuellement par la voix, mais sans tout le reste qui aurait pu épargner effectivement beaucoup de situations embarrassantes et beaucoup de situations fatigantes en matière de concentration, d'observation de ce qu'on fait, etc. Eh bien, la réponse, elle est différente selon si vous connaissez bien les personnes ou pas. Si vous avez
c'est des personnes que vous n'avez pas l'occasion de voir dans la vraie vie, on va dire, et que c'est le meilleur moyen ou le seul moyen de les voir, là, c'est une amélioration par rapport à l'alternative qui est seulement la voix. En revanche, si c'est des personnes qu'on voit régulièrement, avec qui on peut interagir plus en physique, on va dire en face à face, c'est souvent une dégradation de la qualité. Et du coup, c'est pas un problème de technologie, mais un problème de contexte. Selon le contexte, est-ce qu'on peut faire mieux ou pas? On va essayer de prendre le meilleur avec les contraintes que ça représente. Quelles sont les recommandations? Ben, vous en doutez, les recommandations ne sont pas les mêmes si vous êtes un participant actif, donc comment vous rendre la tâche plus facile, ou si vous êtes un participant passif. Donc pour les participants actifs, bon, ça va de soi, ne pas enchaîner les vidéoconférences les unes après les autres. Si vous remplissez la journée de rendez-vous, ne les faites pas tous comme ça, donnez à votre cerveau la chance de se poser quand même entre deux meetings, donc faire des pauses. Prendre des notes à la main, ça aide à se concentrer et à mieux comprendre et retenir d'ailleurs ce qui se passe. Donc c'est aussi une façon de justifier un engagement et de s'y contraindre. Essayez de changer de décor. Donc surtout quand vous êtes dans le même espace pour travailler et un espace de vie. Donc du coup changer le décor, l'éclairage, l'habillage éventuel autour. En tout cas, essayez de switcher entre espace travail et espace de détente ou espace de vie. Faire des pauses. Donc là, se déconnecter à la fois pour les gens, pour prendre un peu d'air, un verre d'eau, faire une petite marche. Donc tout ça, ça permet de se relaxer aussi physiquement. Et puis, n'hésitez pas à alterner entre les vidéoconférences et les conférences purement téléphoniques, ou éventuellement convenir de couper la vidéo quand tout le monde est d'accord. Ça peut être quelque chose qui fonctionnerait bien parce que la symétrie est aussi importante. Ça peut être très perturbant d'avoir une asymétrie entre ceux qui sont contraints parce qu'ils ont leur vidéo et tout l'environnement à gérer, et d'autres qui sont là, plus en retrait, qu'on ne voit pas, avec des initiales ou seulement un prénom, ou parfois juste un nom de code, et forcément pas la sensation de présence ou d'engagement de la même façon. Pour les participants passifs, ben, c'est comment, en gros, rendre la vie plus facile aux autres, parce qu'on essaie de s'avantager soi-même, ce qui est peut-être une bonne chose, mais en fait, ça peut rendre les choses plus difficiles par rapport aux autres qui sont actifs. Donc, quand on est passif, si tout le monde l'était, ça ne se passerait pas. Donc, il y a un minimum peut-être à faire pour que l'intérêt ou le résultat des vidéoconférences soit optimisé pour tout le monde. Donc, minimiser les entrées-sorties, bon, ça va sans dire. Se conformer aux autres. La symétrie est quelque chose de très important entre comment on s'affiche, comment on se présente, donc d'être quelque part à un pied d'égalité. Donc, ça facilite en tout cas la tâche aux autres. Avoir un bon éclairage, donc, ça va sans dire. Donc une bonne luminosité, pas d'effet de contre-jour, permettre aux autres de voir l'expression de votre visage, c'est pour ça qu'on est là, parce que sinon, si on ne le voit pas, en fait, on sent une présence, mais c'est très perturbant de ne pas comprendre ce que la personne veut exprimer. L'arrière-plan neutre, moins ça bouge, mieux c'est, donc pas de téléphone à la main, ne pas se déplacer pendant qu'on fait une vidéoconférence, pas de laptop non plus sur les genoux parce que la respiration seule fait que ça bouge et ça peut éventuellement perturber les autres. Et puis maîtriser son entourage, le moins d'interférences possible entre la famille, les enfants, les conjoints ou des collaborateurs, les visiteurs surprises, en fait, tout ça, forcément, ça peut aider. En revanche, les chats sont autorisés, on est d'accord. En revanche, les chats sont autorisés, n'est-ce pas? Les chats sont autorisés, pas les chiens. Voilà, donc j'ai fini avec ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Joe. Est-ce que vous avez quelques questions? J'imagine que c'est tellement simple et trivial, mais moi j'ai trouvé bon à rappeler, parce que souvent on ne se rend pas compte, on est absorbé par des choses qu'on fait de plus en plus, je dirais, dans la normalité de notre nouvelle routine, mais qui sont en elles-mêmes loin d'être naturelles. J'ai une question pour toi, Joe. Quelle est la durée limite d'une visioconférence Zoom, disons lorsqu'on est tous actifs, hein, c'est une forme de réunion avec des collaborateurs ou des clients ou des partenaires. Y a-t-il une idée du moment où c'est trop long, par exemple? J'ai cherché des études sur les durées optimales.
Et ce que j'ai vu, c'est essentiellement des retours d'expérience et dans des configurations en fait différentes. Il y a la configuration, on va dire, de maître de conférence. Donc, tous ceux qui donnent des cours, des formations, où c'est une personne qui parle, tous les autres qui assistent, ça peut être des centaines de personnes ou des milliers de personnes, eux ne se voient pas, mais ils assistent et du coup, on ne sait pas si l'audience est là ou si on la perd. Tous recommandent que entre 12 et 15 minutes, si on veut garder son audience, d'interagir avec l'audience, soit en posant des questions, soit en les interpellant d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, faire une coupure qui va, en tout cas, casser le rythme, sinon ça devient trop monotone et quelqu'un qui a décroché a du mal à rattraper. Deuxième recommandation, c'est régulièrement, si c'est un flux continu, rappeler où on est dans le processus pour permettre à ceux qui ont décroché à un moment donné de revenir rattraper le wagon. Okay, donc, ça, c'est dans les modèles, je dirais, unidirectionnels essentiellement, même s'il y a un peu d'interactivité, et à grande échelle. Dans les réunions, tout le monde est d'accord que 40 minutes, c'est pratiquement la limite. Et au bout de 40 minutes, il faut se donner un espace de respiration ou d'échange, en tout cas une forme de pause et éventuellement interactive pour réengager tout le monde. Et après, combien on peut aller, j'ai vu des gens qui passent la journée entière entrecoupés de pauses. À mon avis, c'est faisable, mais sans doute extrêmement fatigant.